Bonjour et bienvenue à toutes et à tous à notre quatrième rendez-vous de la série de rencontres virtuelles sur le potentiel de l'innovation et du développement technologique pour la relance économique, organisée en collaboration avec le ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines et le projet Innovi EU for Innovation. Aujourd'hui, nous allons parler de propriété intellectuelle et plus spécifiquement des enjeux de la propriété intellectuelle pour l'écosystème de l'innovation tunisien. Je me présente, je suis Mazen Al-Kassem, expert technique international avec Expertise France et votre humble modérateur pour aujourd'hui. Donc, bonjour à nos experts et intervenants. Donc, bienvenue à Monsieur Faïs Mejri, directeur général de l'innovation et du développement technologique au ministère de l'Industrie. Monsieur Norman Fehri, ex-ministre d'éthique et actuellement le fondateur et CEO de Our Digital Future. Monsieur Riyad Soussi, directeur général de l'INORPI, l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle. Madame Soura Boussaïd, nationale de la promotion de la recherche scientifique, l'ANPR. Madame Corinne Hubert-Santo, directrice de la valorisation au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, le CEA. Monsieur Ahmed Nouesser, cofondateur et CEO d'AE Compass. Et enfin, Madame Yasmine Souissi, docteur-chercheur au sein du laboratoire biotechnologie et valorisation des biogéoressources à l'Université de Manouba. Donc, bienvenue à tous et merci d'avoir accepté encore une fois notre invitation pour ce quatrième volet de la série Innovation et développement technologique pour la relance économique en Tunisie. Avant de commencer, comme à mon habitude, je me permets de préciser à nos participants qu'à tout moment pendant le webinaire, vous avez la possibilité de soumettre vos questions à nos invités. Pour ceux, il faut avoir le Q&A. Et sans oublier, bien sûr, que ce webinaire sera enregistré et partagé sur nos différentes plateformes et celles de nos partenaires. Donc, cette série de discussions et d'échanges s'insère donc dans le cadre du projet Innovi de 15 millions d'euros et mis en œuvre par Expertise France, l'agence française de coopération technique. Le projet de l'écosystème de l'innovation et de l'entrepreneuriat, et ce, en partenariat avec 12 partenaires institutionnels tunisiens et 4 européens. La crise économique que nous vivons depuis un peu moins d'un an maintenant a non seulement pris le monde par surprise, mais a essentiellement mis en lumière l'importance absolue de la recherche et développement, de l'innovation et de la technologie pour notre santé, pour notre économie et ainsi que pour notre mode de vie en général. Cette crise, comme aucune autre auparavant, amène de nouvelles réalités à prendre en considération et elle impose une adaptabilité et une collaboration entre tous les acteurs socio-économiques impliqués dans la relance. Je prendrai l'exemple du Canada, par exemple. Donc, des chercheurs, des entrepreneurs et des représentants du secteur public se sont rassemblés en comité au début de la crise pour développer et proposer des solutions pour la relance économique avec pour intellectuels créés sur leur territoire. Pour l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'OMPI, le savoir et les inventions définies par la propriété intellectuelle représente de puissants facteurs de développement économique et de création de richesses. Par contre, cet outil de croissance économique n'est pas pleinement exploité, malheureusement, et ceci particulièrement dans les pays en développement. Cela est dû, entre autres, à l'absence d'un environnement propice à l'innovation, l'absence de politique économique qui encouragerait l'investissement dans la recherche et développement, le manque de programmes de subvention de valorisation du capital humain, les procédures longues et coûteuses par lesquelles doivent passer les entrepreneurs pour enregistrer leurs innovations, et plus généralement, le manque de sensibilisation sur les avantages tant micro que macroéconomiques de la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, nous aborderons avec nos invités les différentes dimensions de cette propriété intellectuelle et son rôle éventuel dans la relance économique en Tunisie. Ils partageront avec nous leur point de vue sur des sujets tels que l'importance pour une start-up ou une entreprise d'avoir recours aux différents outils de la propriété intellectuelle, ses avantages, ses inconvénients, le rôle des pouvoirs publics dans la promotion de l'innovation, de la recherche et développement. Nous aurons aussi l'opportunité d'avoir un retour d'expérience du français et des témoignages de start-up et acteurs de l'innovation en Tunisie. Donc, comme pour tous les autres webinaires que vous avez
auquel vous avez participé. Notre discussion durera en 2 temps. On va faire un premier tour de table pendant lequel chaque invité aura 5 minutes pour répondre d'une façon concise et de son point de vue à la question du webinaire, la propriété intellectuelle, quels enjeux pour l'écosystème d'innovation en Tunisie. Et dans un second temps, chacun de nos invités partagera avec nous une recommandation mettant en avant comment un instrument comme la propriété intellectuelle peut contribuer à la relance de l'économie tunisienne dans un contexte de crise. Et bien sûr, on va essayer de répondre à autant de questions que nous pouvons vers la fin de cette webinaire. Donc, sans plus tarder, je vais demander à M. Riyad Soussi, le directeur général de l'INORPI, de nous faire un état des lieux et nous présenter un peu le contexte tunisien en matière de propriété intellectuelle. Merci, Simez. Merci pour l'invitation. Merci, Siqaïs, et bonjour à tout le monde. Je dois avouer que la propriété intellectuelle est une question qui n'est pas du tout facile et n'est pas du tout évidente. Alors, l'état des lieux montre qu'il y a beaucoup d'enjeux et des difficultés. Mais c'est aussi un domaine que je trouve très passionnant puisqu'il est intimement lié à l'innovation et à la recherche. Alors, je vais essayer pendant cette intervention de vous donner un aperçu sur les différents constats qui freinent un petit peu le bon fonctionnement du système de l'API dans notre pays. Comme premier constat, notre pays ne dispose pas d'une stratégie nationale de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est un constat de taille, je pense, parce que la stratégie nationale de propriété intellectuelle, elle est extrêmement importante, puisqu'elle encourage et facilite la création, le développement, la gestion et la protection efficace de la propriété intellectuelle à l'échelon national. Donc, elle permet aussi de renforcer l'aptitude de notre pays à générer des actifs de propriété intellectuelle ayant une valeur économique. Nous, pour pallier un petit peu à ce problème, nous sommes convenus avec l'ANPI pour justement élaborer une stratégie pour notre pays. Et donc, on a déjà identifié 2 experts, un expert international et un expert local. On va essayer, je pense, au début de l'année prochaine, 2021, de dessiner le contour d'une stratégie intellectuelle avec bien évidemment la concertation avec tous les acteurs et tous les stakeholders qui sont sur la scène et qui appartiennent à notre écosystème d'innovation et de propriété intellectuelle et de recherche, bien évidemment. Aussi, comme deuxième constat, il y a donc une absence, si vous voulez, de propriété, de politique de propriété intellectuelle au sein des universités et des instituts de recherche. Et là, vous savez qu'une politique en matière de propriété intellectuelle, c'est une pierre angulaire de l'innovation et de la créativité pour les universités, pour les organismes de recherche, notamment les organismes publics. Elle fournit une structure, une prévisibilité, un cadre permettant aux académiciens et chercheurs d'innover plus facilement. Donc là aussi, on est en train de travailler et avec l'ANPI et avec l'Institut Pasteur, comme étant peut-être un institut pilote pour mettre en place une politique de propriété intellectuelle pour les chercheurs de cette institution-là. Comme troisième constat, nous avons aussi remarqué qu'il y a une connaissance insuffisante du système de propriété intellectuelle chez les Tunisiens. Là, les Tunisiens, et en particulier peut-être les petites et moyennes entreprises, semblent être peu au courant du rôle de la propriété intellectuelle et de son importance. Et donc, il faut attirer l'attention sur cette question et essayer d'informer le public au sujet de l'API. Donc, puisque les entreprises, on a remarqué qu'elles peinent à gérer stratégiquement leur propriété intellectuelle, alors qu'elles se doivent de modifier leur structure de gouvernance interne pour favoriser une réflexion, voire une planification plus large au sujet de l'API. Donc, il faut déployer un effort concerté afin de renseigner la population au sujet des utilisations et des avantages de l'API et dissiper les nombreux mythes qui persistent à ce sujet. Donc, nous avons déjà mis en œuvre diverses activités de sensibilisation à travers, notamment et plus particulièrement, l'Académie de la propriété intellectuelle, l'Académie nationale de la propriété intellectuelle, qui fait partie de l'INORPI et qui est si vous voulez, une représentation, si vous voulez, ou un point focal
de l'Académie internationale de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Donc, nous avons déjà mis en ligne un cours qui s'appelle DL101, c'est un cours basique. Nous l'avons fait en langue arabe et on a fait une première édition pour la première fois. Nous avons reçu plusieurs lettres de félicitations pour cette initiative-là. Et cette initiative a permis à 33 participants d'avoir un certificat co-signé par l'OMPI et l'ORPI. On va délivrer le certificat très prochainement, mais ça a permis de diffuser la culture de la propriété intellectuelle au sein de notre pays à travers cette académie-là. Nous, on travaille aussi avec les ONG, avec les associations, avec beaucoup d'autres, avec les entreprises aussi, beaucoup d'autres institutions de recherche, telles que, comme je viens de citer, l'Institut Pasteur, etc. Et le but ou l'objectif, si vous voulez, commun, c'est de diffuser la culture de la propriété intellectuelle. Aussi, on est toujours en dialogue, si vous voulez, en concertation avec les avocats et les mandataires de propriété intellectuelle pour essayer aussi de faire la sensibilisation et d'inculquer cette culture à un niveau plus large. Donc, il y a aussi une autre initiative que nous avons faite, nous avons lancé il y a 2 ans déjà, c'est les Olympiades de la propriété intellectuelle. Vous savez qu'il y a le concours des inventeurs en propriété intellectuelle ou industrielle qui est organisé dans tous les pays pratiquement et annuellement. Mais les Olympiades, c'est une première. Donc, c'est une idée forte. Je trouve que c'est une idée qui mérite d'être brevetée là. Donc, c'était le premier pays qui a. Donc, c'est le Made in Tunisie, le vrai Made in Tunisie, parce que c'est une idée tunisienne, purement tunisienne, et elle a été adoptée par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Nous avons déjà lancé la première édition pour les étudiants qui ont essayé de faire ou de concevoir le logo déjà de l'Olympiade de la propriété intellectuelle. C'était un Tunisien qui a pu donc remporter le prix. Et la deuxième édition, c'était un Tunisien avec 2 autres du Bahreïn, donc pour la deuxième édition de cette Olympiade. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a beaucoup apprécié l'idée et les trophées et les médailles sont offerts par cette organisation-là. Donc, c'était un travail très important, je trouve, et c'est une initiative qui a fait beaucoup de buzz à l'échelle internationale, donc elle est maintenant exportée, je pense, parce que de par la participation de tous les pays, ça montre qu'elle s'internationalise, et on espère par la suite que tous les pays font de même que notre pays pour inculquer cette culture, parce que l'Olympiade de la propriété intellectuelle, elle vise surtout les jeunes, disons les élèves et les étudiants, etc. Donc, ces gens-là devront être avertis et sensibilisés à l'importance de la propriété intellectuelle, à la créativité, à l'innovation, etc. Comme 4e constat, il y a un manque de spécialistes dans la rédaction de brevets. Là, c'est un problème, je pense, chronique, parce que ces compétences professionnelles constituent un vrai obstacle lorsqu'ils sont absents pour l'utilisation du système de la propriété intellectuelle. Et cette situation pose de nombreux défis aux entreprises, mais aussi aux chercheurs et aux inventeurs indépendants, et risque d'accentuer le fait que trop peu d'entre eux sont conscients de l'importance de la propriété intellectuelle. Donc, l'INORPI essaie de jouer un rôle particulièrement utile à cet égard, en donnant des conseils, etc., et en essayant d'aider les inventeurs dans la rédaction des brevets, quand bien même ce n'est pas notre rôle, ce n'est pas dans nos attributions, mais on le fait. Et actuellement, nous travaillons avec nos partenaires tunisiens, avec tous les acteurs qui sont là, présents dans la sphère de la propriété intellectuelle et de l'innovation, dans le cadre d'une commission technique de l'organisation, pour élaborer une norme sur les techniques de rédaction de brevets. Ça, c'est une première aussi. Cette norme-là va certainement aider les gens à pouvoir rédiger correctement leur demande de brevet et améliorer les chances de l'obtention et de la délivrance du brevet. Comme 5e constat, nous avons aussi vu qu'il y a des difficultés de commercialisation des résultats de la recherche, de part bien évidemment de la part des chercheurs et des universités, mais aussi des centres de recherche.
les universités sont peut-être les mieux placées pour s'occuper ne sont pas peut-être les mieux placées pour s'occuper de la commercialisation, puisqu'elles ont d'abord pour mandat l'enseignement et la formation. Et la recherche fondamentale, elle est parfois privilégiée par rapport à la recherche appliquée. Par contre, les entreprises ont expressément pour rôle de commercialiser les biens et les services. Et donc, il faut matcher les deux, si vous voulez. Il faut faire un bridge entre les deux pour essayer de valoriser d'une part les résultats de la recherche, d'autre part aussi répondre à des besoins exprimés par nos entreprises. Donc, cette collaboration, certainement, elle va tirer parti des compétences complémentaires des deux partenaires. Et le défi consiste toutefois à créer et gérer la politique de transfert de connaissances du partenariat de façon qu'elle serve l'intérêt supérieur de toutes les parties, c'est-à-dire côté recherche et côté industrie. Donc, je pense que ici, il faudra peut-être intensifier les bureaux de liaison, le travail les efforts des bureaux de liaison avec l'industrie, tels que les TTO, mais aussi les buts. Et nous avons, nous, avec un programme appuyé par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, nous avons mis en place des TISC. Les TISC, c'est des Technology Innovation Support Center, en français, ce sont les CATI, les centres d'appui à la technologie et à l'innovation. Ils sont maintenant peut-être au nombre de 40, presque 50 CATI, qui sont déjà implantés dans les entreprises, dans les centres de recherche, dans les centres techniques, dans les associations aussi. Et le but, c'est de fournir l'information et de donner des possibilités pour exploiter l'information brevet, mais aussi des informations sur les bases de données de recherche scientifique qui sont offertes par la WIPO avec des prix un petit peu préférentiels, qui ne sont pas trop chers. Et on a mis ça à la disposition de tous les gens, moyennant une convention, bien évidemment, pour améliorer l'accès à cette information technique qui est très importante. Il y a quelque chose qui manque aussi dans le paysage de notre système de propriété intellectuelle et innovation. Ce sont les accélérateurs de technologie qui constituent de bons exemples pour aider les chercheurs à évaluer si leur idée est prête ou non à la commercialisation. Donc, ils collaborent avec les chercheurs inventeurs afin de les aider à planifier les moyens commerciaux les plus efficaces et les plus économiques pour y arriver. Comme sixième constat, je pense, oui, peut-être j'ai dépassé un petit peu le temps là. Non, allez-y. Malheureusement. Oui, un petit peu mieux. Et après, je vais passer à. Donc, allez-y. Alors, je continue, voilà. Donc, sixième constat, si vous voulez, c'est la culture qui règne au sein des universités et centres de recherche et qui n'est pas toujours favorable à la commercialisation. Là aussi, c'est un frein, puisque la Tunisie, je pense, parmi d'autres nations, elle est un petit peu au bas de l'échelle pour ce qui est de la valorisation des résultats de la recherche. Il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. À quoi ça tient? Sans doute à notre culture qui est forgée pour l'essentiel par notre éducation universitaire. Et cette éducation est malheureusement parfois hostile au commerce. Elle est hostile au commerce et c'est pour cette raison qu'on n'a pas… on va en parler. Voilà, on va… Malheureusement, j'arrive pas à on vous va en entendre. parler. Malheureusement, j'arrive pas à vous entendre. Je ne sais pas le problème. Est-ce qu'il est de mon côté ou de… Est-ce que c'est clair là? Est-ce que vous êtes en train de m'entendre là? C'est très clair, Célia. Merci beaucoup. Merci. Donc, merci pour ces constats, parce qu'en plus, ça pose bien les bases en fait pour notre discussion. On va en aborder quelques-uns. Et je vais passer donc à Madame Sourad. Madame Sourad Boussaïd, vous êtes ingénieure en chef et responsable du transfert de technologie au sein de l'ANPR. Comment, selon vous, une institution comme l'ANPR peut encourager la recherche et développement dans les universités et centres de recherche? Donc, on parlait de ce dernier constat avec Cyriade. Et quel rôle aurait la propriété intellectuelle dans cette dynamique? C'est à vous, Madame Sourad. Il faut juste enlever votre micro. Vous êtes sur mute. Voilà. Alors, merci pour cette invitation et pour cette intervention. En fait, les deux questions, ils sont intimement liés. Donc, lorsqu'on parle de propriété intellectuelle dans la dynamique de recherche et développement,
l'innovation et le développement économique. Donc, ce sont deux choses qui vont ensemble. On ne peut pas les subdiviser ou les séparer. Donc, à cette occasion, je vais partager juste quelques slides pour clarifier un peu. Voilà. Est-ce que c'est bon le partage? Il faut juste switcher sur la slide. Là, on est Est-ce que sur vous votre voyez dossier. la présentation? Non, non, on ne voit pas la présentation. C'est bon? On voit votre dossier. Est-ce que vous m'entendez? La même chose? Oui, Non. mais Comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. oui. Est-ce que c'est bon? Très bien, c'est bon. OK, donc, alors, la propriété intellectuelle, si on va choisir un intitulé pour cette intervention de 5 minutes, ça va être la propriété intellectuelle au service de la recherche-développement. Et bien sûr, lorsqu'on parle de recherche et développement et de la propriété intellectuelle, on parle évidemment de l'innovation. Donc, c'est les solutions techniques aux problèmes techniques, c'est les solutions techniques nouvelles, bien sûr. C'est tout ce qui est technologique, c'est tout ce qui est protection du matériel, de tout ce qui est immatériel, des savoir-faire des chercheurs, qui est couramment publié sous forme d'articles et de publications. Donc, c'est un effort qui est gratuit généralement. Donc, la propriété intellectuelle maintenant, la définition, c'est le moteur de croissance, de développement économique vu la concurrence et vu les nouveaux marchés qui se créent à travers les licences d'exploitation et les cessions d'exploitation. Alors, comment est-ce que la propriété intellectuelle puisse encourager la recherche et développement? Tout d'abord, il a parlé, s'il y a des sources d'information, Cathy, de l'importance de ces sources d'information. Les bases de données de brevets, ce sont une mine d'or pour la diffusion de l'information qui est up-to-date, qui est à temps. Ce n'est pas comme les publications, c'est-à-dire l'année dernière, c'est-à-dire 2019, c'est la meilleure publication. Pour les brevets, chaque 5 minutes, il y a une information nouvelle, il y a une solution nouvelle qui se met sur le marché à l'échelle internationale. Donc là, les chercheurs, ils ont une mine d'or pour détecter les technologies, pour être à la même position que les concurrents. Donc, les bases de données des brevets, c'est une source qui stimule le développement technologique et favorise la concurrence. De la même chose, de la même façon pour la protection des marques, des dessins et modèles, des apparences, des droits d'auteur, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, mais on parle des brevets parce que c'est un peu compliqué. Donc, la concurrence, elle est stimulée à travers ces bases de données et ces inventions. Donc, l'esprit de la propriété intellectuelle, c'est qu'on protège le savoir-faire en contrepartie d'une divulgation de l'information. Donc, c'est là le chercheur qui doit profiter. Ce n'est pas pour déposer des brevets ou commercialiser des licences, mais d'avoir l'information qui est très actualisée. C'est ça l'objectif et l'importance de la propriété intellectuelle. C'est vrai que c'est compliqué, c'est vrai que les procédures sont un peu compliquées et que le chercheur doit avoir beaucoup de renforcement de compétences, de sensibilisation, mais tout d'abord, la propriété intellectuelle est une source d'information très importante pour la recherche, développement et innovation. Une autre chose, c'est que la propriété intellectuelle, à travers la cession de licence, à travers les inventions, donc à travers la protection du savoir-faire, le chercheur, il peut générer des investissements, il peut avoir des retours sur investissement de son savoir-faire, il peut vendre, il peut céder. Donc, c'est une source financière très importante, que ce soit pour la recherche et développement au niveau des entreprises. C'est la même chose. L'entreprise, si elle n'utilise pas, si elle ne collabore pas avec le chercheur et elle n'est pas
en veille périodique avec ce qui est sur le marché, elle va disparaître tôt ou tard. Elle ne va pas persister. Donc, il est temps que maintenant, c'est l'ère de l'information, c'est l'ère de la protection de l'information et de l'exploitation de ces documents de brevet à temps. Donc, il est essentiel de renforcer les activités de recherche et développement du secteur public, y compris les activités menées dans les universités, afin d'encourager une meilleure collaboration des secteurs privés et publics. Ça, c'est dit, c'est toujours dit. Donc, pour stimuler la recherche et développement, il faut donc une certaine collaboration, il faut une certaine échange de savoir-faire, une veille technologique entre le public et le brevet et la détection des besoins du marketing des produits issus de la recherche pour que l'entreprise soit c'est qu'est-ce qu'il y a au niveau de recherche et développement, au niveau de nos laboratoires et au niveau à l'échelle internationale. Donc, pour implémenter cette culture de propriété intellectuelle, de protection de savoir-faire et de collaboration entre recherche et industrie, il faut que l'entreprise et le laboratoire de recherche soient dans le même ils communiquent du même niveau, c'est-à-dire il faut que le laboratoire soit accrédité, il faut que les équipements soient modernes comme c'est à l'échelle internationale, il faut que l'entreprise, lorsqu'elle rentre dans le laboratoire, elle trouve des choses qui ont une valeur ajoutée pour eux et un service adéquat pour eux, donc qui ne laisse pas l'entrepreneur faire des sous-traitances ou il envoie des analyses à l'étranger. C'est ça, donc, pour tout ce qui est infrastructure de nos laboratoires, il faut qu'il y ait une certaine accréditation, il faut des incitations pour les chercheurs entrepreneurs, c'est-à-dire le chercheur, pour qu'il collabore avec une entreprise, il faut qu'il y ait une certaine incitation, une certaine prime, vu donc l'effort qu'il fait, vu l'échange entre les deux. Donc, il faut aussi qu'il y ait une plateforme sécurisée des informations des chercheurs, entre le chercheur et le ministère, ou pour qu'il y ait donc une certaine sécurisation de l'information pour qu'on arrive à déposer des résultats bien protégés au sein de l'INORPI. Il faut toujours un développement de compétences, comme il a dit Célia, pour tout ce qui est rédaction de brevets, pour tout ce qui est négociation des licences, la copropriété, la veille technologique, le management de projet. Donc, tout ça, les nouveaux métiers, il faut qu'il y ait des structures qui accompagnent le chercheur. Il faut toujours un développement de compétences périodiques pour ces chercheurs ou bien pour les structures d'interfaçage. Et l'ANPR, son rôle, c'est de fournir ces types de formations, que ce soit à travers des experts internationaux ou nationaux. Et donc, on n'a pas cessé de faire ces stages, ces formations, ces cycles de formation en collaboration avec les structures d'appui. Donc, voilà, donc j'ai fait le tour. Merci, Madame Sourad. Merci beaucoup. Merci à vous. S'il y a des questions, je suis à votre disposition. Bien sûr. Merci beaucoup. On fera ça à la fin. Donc, merci, Madame Sourad. Je vais passer à Monsieur Qaïs Mejri, directeur général de l'innovation et du développement technologique au sein du ministère de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, et avec qui, donc, comme vous le savez, nous collaborons sur cette série de discussions et d'échanges. Monsieur Qaïs, vous avez récemment fait un sondage auprès des acteurs de l'écosystème tunisien de l'innovation sur le concept des brevets. Puis-je vous demander de partager avec nous les résultats majeurs et importants de ce sondage, et puis-je aussi vous demander quelle serait la valeur ajoutée pour une start-up ou une entreprise. Enfin, Madame Sourad en a parlé, mais si on peut rentrer un petit peu dans les détails pour donc la valeur ajoutée pour une entreprise d'avoir un brevet, d'enregistrer son concept ou son idée. C'est à vous.
Votre micro est en mute. Voilà. Merci. Voilà, merci. Probablement, je commencerai par présenter l'intérêt des brevets pour une entreprise, je dirais même pour un pays. Un brevet, une protection, une reconnaissance de créativité et d'innovation est d'abord les brevets ont trois objectifs. Le premier, c'est un objectif moral et éthique, c'est-à-dire c'est reconnaître à une personne, à une entreprise, à une entité, ce génie, ce talent, cette créativité, et reconnaître et protéger ce génie-là permet de stimuler encore plus la créativité et l'innovation. C'est un devoir moral et éthique d'abord. Mais deuxièmement, la protection, la propriété intellectuelle, c'est également un objectif scientifique. Scientifique dans le sens où on va diffuser de la connaissance, diffuser du savoir. Ça va permettre à l'humanité, à la communauté scientifique de progresser dans la création et dans la créativité et dans l'invention. C'est un objectif scientifique de diffuser l'information. Troisième objectif, et qui est le plus intéressant, c'est l'objectif économique, l'objectif de protéger les innovations et de reconnaître la propriété de ces innovations, c'est de pouvoir exploiter les retombées économiques, de développer, de valoriser ces idées, ces innovations à travers des projets industriels, économiques, etc. Et donc, ces trois objectifs sont recherchés aussi bien par une entreprise, par une entité microéconomique, comme à l'échelle de tout un pays. Et il est actuellement reconnu de plus qu'on est en train de mouvoir vers une société de savoir basée sur les services et sur l'immatériel. On est tous d'accord que la propriété intellectuelle et les brevets se situent au niveau du haut du bilan. Donc, ils constituent, à l'image des immeubles, des terrains, des meubles, etc., un patrimoine à valoriser et valorisable qui se situe en haut de bilan et qui constitue un patrimoine immatériel pour l'entreprise, aussi bien pour un pays donné. Et on voit qu'il y a une corrélation vérifiée, même à l'échelle de l'histoire de l'humanité, entre ce patrimoine de brevets, ce patrimoine de créativité et la croissance économique. Et quand on voit, par exemple, les pays leaders à l'échelle mondiale, on voit que c'est bien simple. On peut situer et classer les pays à l'échelle de développement économique si on regarde leur classement dans le domaine de la gestion de brevets. Et on peut voir ça sur différentes mesures, on peut le vérifier sur différents domaines. Si on voit, par exemple, dans le domaine de la 5G, par exemple, si on veut voir quels sont les pays les plus développés ou quelles sont les entreprises les plus développées et qui auront la chance de l'idée de mener l'économie en ce domaine-là, il suffit de regarder ce qui se passe à l'échelle de brevets. Rien que pour la 5G, par exemple, j'ai vérifié les chiffres de février 2020. Vous avez la Chine, elle dispose de 6000 brevets distribués entre Huawei à 3000, presque 3000 plus de brevets sur les familles 5G et la ZTE, l'entreprise chinoise ZTE. Donc 6000 brevets par rapport à la Corée du Sud qui dispose à peu près de 5000 brevets distribués entre LG et Samsung. Et les États-Unis, on voit cette guerre économique qu'il est en train de la mener contre la Chine et pas encore contre la Corée, mais contre la Chine, parce qu'elle ne dispose que uniquement de 2000 brevets distribués entre Intel et Qualcomm. Donc, vous voyez que le développement économique à l'échelle de pays ou le développement économique à l'échelle d'une entreprise se vérifie, c'est grâce à cette disposition d'un patrimoine immatériel qui est le brevet. Et on peut citer beaucoup d'autres exemples au niveau de l'intelligence artificielle ou d'autres domaines. Deuxième, donc, le constat, c'est que c'est un patrimoine très important,
et les pays, ils développent des stratégies pour disposer de ce capital, pour développer ce capital immatériel. Et les stratégies sont diverses. Il y a des stratégies pour garder le secret commercial, comme il y a des stratégies pour développer la recherche et développement. En fait, les stratégies peuvent être résumées en 3 stratégies. D'abord, développer la recherche et développement, donc essayer d'inciter les entreprises privées et publiques et les laboratoires de recherche à mener des activités de recherche et développement qui aboutissent au développement des brevets. Soit la deuxième stratégie, c'est d'acquérir et d'acheter des brevets et constituer un portefeuille de brevets. Soit troisièmement, d'acheter et de créer des entreprises, d'acheter des entreprises innovantes. Et cela, on peut trouver que ce soit des moyens dociles et des moyens pacifiques et corrects juridiquement, comme ce qui se passe dans la règle normale, comme on trouve des stratégies offensives qui visent à déstabiliser des pays, à carrément confisquer certains patrimoines. Et tout le monde se rappelle du scandale de l'achat de la branche énergie d'Alstom par General Electric, et qui a mené à un scandale et à des arrestations criminelles à l'échelle de la France, et qui a poussé la France à mettre un dispositif juridique pour défendre ce patrimoine et interdire l'acquisition de ce qu'on appelle certaines entreprises stratégiques pour le pays. Maintenant, pour la Tunisie, le brevet, je rejoins complètement l'avis de Célia tout à l'heure quand il dit qu'on n'a pas vraiment une politique ou une stratégie de propriété intellectuelle. Une politique de propriété intellectuelle, une stratégie de propriété intellectuelle passe d'abord par la définition des priorités nationales et par l'identification du potentiel du pays et les créneaux sur lesquels on veut aller. C'est à partir de l'identification des orientations et des visions, on arrive à mettre une stratégie ou une politique de recherche et développement, d'acquisition de brevets, d'acquisition d'entreprises. Et par là, nous avons, je sais que 5 minutes ne suffisent pas, je voudrais répondre à votre deuxième question sur le brevet et sur la politique et sur l'enquête qu'on a faite. En fait, on a mené une enquête sur 81 structures, qui est un tiers sont des startups innovantes, mais également les personnes sondées étaient des structures appartenant à des structures d'appui telles que l'API, la NPR, l'INORPI, etc., ainsi que des laboratoires de recherche, et que ces structures-là et ces entreprises-là déclarent que leurs activités nécessitent une protection par les brevets, et 70% des enquêtés estiment que leurs activités nécessitent une protection par les brevets, et leur stratégie, dans les 73%, menée par une politique vers le brevetage. 5% estiment qu'ils vont garder le secret commercial, 11% n'ont pas de stratégie, et 73%, ils sont pour le brevet, ils travaillent pour faire les brevets. Alors, les résultats de ces enquêtes-là, c'est qu'au niveau de connaissance du droit des brevets et des procédures et des démarches de brevets, on trouve que uniquement 35% connaissent le régime de droit des brevets. Et ça, on l'a détaillé sur 4 axes. D'abord, sur la recherche, 73%, la recherche des brevets, 73% connaissent, quand on a demandé est-ce qu'ils connaissent, ils ont des compétences dans le domaine de la recherche des brevets, 73% ils n'ont pas de connaissances ou des connaissances rudimentaires, 27% uniquement ont une bonne connaissance. Pour la rédaction de brevets, c'est bien, 20% ils ont une connaissance, 80% pareil n'ont pas de connaissance ou de connaissance de base. Sur l'évaluation de leur brevet, pour évaluer la valeur et la valorisation, ils n'ont pas de connaissance. Presque 90% n'ont pas une connaissance sur l'évaluation de leur brevet. Et finalement, sur la valorisation, les manières à valoriser leur brevet et comment faire les démarches pour valoriser
ces brevets-là, 84% n'ont pas de connaissances ou ils ont des connaissances de base en matière de valorisation de brevets. Donc, on voit d'une façon claire qu'au niveau de maîtrise de ces outils de brevet, il n'y a pas vraiment une culture, une vraie connaissance pour mener une activité de brevet. Pourquoi? D'abord parce qu'ils n'ont pas de ressources humaines dédiées. Uniquement 26% des entreprises ou des structures enquêtées, ils ont une personne chargée et dédiée pour la propriété intellectuelle. Sur les 73%, 74%, ils n'ont pas des personnes dédiées. 46%, ils n'ont aucune personne. Et donc, c'est une activité qui n'est pas vraiment centrale dans la vie de l'entreprise ou de la structure. Pour les perceptions de procédure, l'enquête, d'après mes sentiments, ils ont répondu sur le régime tunisien. Ils n'ont pas réfléchi sur le brevet à l'international parce que dans leur réponse, ils estiment que c'est vrai que les procédures de protection sont un peu longues. La moitié estime que les procédures sont longues, même très longues, mais au niveau des coûts, ils estiment que c'est acceptable et au niveau des délais sont acceptables. Et je pense que ça touche essentiellement les procédures à l'échelle nationale parce que décidément à l'échelle internationale, protéger à l'échelle internationale, ça coûte énormément. Maintenant, y a-t-il des entreprises qui ont déjà des démarches en cours pour protéger? Oui. Sur 73%, ils estiment 27%, ils ont des démarches de brevets qui ont abouti et 31 qui sont en cours. Sur les démarches qui ont été abandonnées, on a 16% qui ont commencé leur démarche de protection, mais ils ont abandonné et 3% leurs démarches ont été rejetées. Donc, voilà, j'ai essayé de résumer un petit peu les résultats de l'enquête, mais pour dire, en résumé, il n'y a pas vraiment une politique nationale de protection de propriété intellectuelle. Deuxièmement, l'écosystème n'est pas vraiment bien outillé pour protéger, pour évaluer, pour valoriser ces brevets et qu'il faut vraiment renforcer les capacités, sensibiliser encore davantage l'écosystème en matière de brevets. Voilà, merci. Merci Cheikh Raïs. Merci beaucoup. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir rester dans les temps avec autant d'informations. Est-ce que c'est Cheikh Raïs? Ok, bon, on demandera à Cheikh Raïs tout à l'heure. Donc, merci Cheikh Raïs encore une fois. Monsieur Norman Fehri, ancien ministre des Technologies de l'Information et de la Communication de 2015 à 2016. Vous êtes connu pour être un leader de l'économie numérique et de l'innovation. Et depuis quelques années maintenant, vous avez rejoint le secteur privé et vous avez fondé et vous dirigez en ce moment la start-up Our Digital Future. Si Norman, je vais vous demander si vous pouvez nous décrire un peu l'état des lieux et les problématiques de la propriété intellectuelle vues par le secteur privé. Et si, dans un second temps et un peu plus concrètement, à votre avis, de quoi a besoin une start-up dans le secteur de la technologie pour valoriser sa propriété intellectuelle? C'est Norman, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez mon slide? On voit votre slide. Voilà, parfait. Voilà. C'est bon. Je vais mettre mon chronomètre pour être à l'heure. Moi aussi. Écoutez, la problématique de la propriété intellectuelle, c'est vrai que c'est une problématique intellectuelle, mais moi je suis très pratique. Vous me connaissez dans mon ancien job, tant que ministre, il y avait un problème avec les startups. On a fait la loi de Startup Act qui donne des résultats réels aujourd'hui. Il y avait des problèmes de transfert d'argent pour les jeunes chercheurs. On a mis la carte technologique, la 4G, l'achat de GoMalt, etc. Donc, je suis très pratique.
et je vais être, la première partie de cette intervention va dessiner le tableau comme il est. C'est vrai qu'il est un peu noir, mais ne vous inquiétez pas, dans la deuxième partie, il y aura des lueurs d'espoir et des choses très pratiques. Alors, je vais y aller directement. Concernant le tableau de gauche, vous montre la proportion en bas, le bleu enfoncé en bas, sur, dans l'économie mondiale, le capital immatériel qui génère plus de valeur que le capital matériel. Ça, c'est Insta. Et ça, c'est 2014. Je n'ai pas le mis depuis 2014 jusqu'à maintenant. C'est infiniment plus grand. À droite, vous voyez directement que les pays générant de l'IP, de la propriété intellectuelle, sont généralement les plus compétitifs. C'est une figure du World Economic Forum. Donc, il y a un lien direct entre génération d'IP et competitiveness et création de valeur et économie. C'est pas de l'intellectuel, c'est du réel, c'est de l'économie réelle. Maintenant, regardons plus en détail en Tunisie. En Tunisie, le tableau de gauche montre clairement que la Tunisie est très avancée sur les domaines de la recherche. La Tunisie par rapport à ses peers, mais à gauche, quand vous regardez à gauche, et ça c'est les statistiques du WIPO, de l'ONPI, vous voyez que la production de recherche, si je prends le Maroc par exemple, nous en 2017 on a fait 188 brevets, le Maroc a fait 265 brevets. Alors c'est presque pareil, mais vu la population de la Tunisie, le tiers du Maroc, nous sommes plus productifs. Par contre, si vous regardez le slide, la courbe du milieu à l'étranger, qui est la chose la plus importante, c'est que nous, parmi ces brevets, il n'y a que 9% qui ont été faits à l'étranger, alors que le Maroc, il y a 25% qui ont été protégés à l'étranger. Et c'est là où le bas blesse. Si je regarde ce tableau un peu plus en détail, à gauche, vous voyez, et ça, c'est les statistiques de l'ONPI, et c'est très accessible en 3 secondes. À gauche, vous voyez la production de l'IP en Tunisie à travers les années et à droite au Maroc. Alors, la partie rose, c'est les gens qui viennent protéger leur IP dans le pays. Vous voyez que la Tunisie descend, le Maroc monte, et ça, c'est essentiellement dû à l'industrie, à l'implantation de Peugeot au Maroc. Alors, ce qui m'intéresse, et la partie bleue, c'est les patent resident patents. C'est ce que nous, on a protégé dans le pays. Et la partie bleu clair, c'est ce que nous, on protège à l'international. Et c'est ça ce qu'on cherche. Et donc, vous voyez, là, à première vue, c'est presque pareil. Mais excusez-moi, ce slide est trompeur, parce que la réalité est celle-là. Quand je mets les deux courbes à l'échelle, voilà la réalité. Donc, bien dans la partie propriété intellectuelle, nous sommes extrêmement en retard et nous prenons de plus en plus de retard. Vous voyez, si je prends ça, je m'arrête à 2017. Nous, on avait fait à 16, alors que le Maroc, on a fait 67. Mais en 2018, nous, on a fait 21. Le Maroc a fait 150. Ça veut dire que cet écart se creuse, qu'il va falloir faire autre chose. Alors, si je regarde les labos, et ça, c'est une étude que j'avais faite, que mon cabinet, qui n'est pas une start-up, c'est un cabinet de conseil, qui a fait cette étude, c'est que si je regarde les laboratoires tunisiens, le laboratoire tunisien, ça décroche la minute où on fait la validation de la technologie au laboratoire, après ça décroche. Il y a vraiment un problème là-dessus. Donc, en gros, il y a 3 problématiques qu'on a: le manque de culture entrepreneuriale chez nos chercheurs, la difficulté de passer de la R&D à la R&D industrielle
qui est la propriété intellectuelle, etc., et le manque d'assistance pour le passage du prototype à l'industrialisation. Il ne suffit pas de protéger, il faut savoir comment passer du prototype à l'industrialisation. Alors, dernière chose, nos startups, 4 choses. Les startups doivent comprendre la chaîne de valeur. Ils ne doivent pas nécessairement la maîtriser, mais doivent la comprendre. Les enablers, les incubateurs et accélérateurs doivent savoir les orienter. Il faut avoir le know-how nécessaire à la valorisation. Il faut qu'il soit démystifié. Il faut qu'il soit existant, comme a dit monsieur le directeur général de l'ANPI. Alors, juste dernier slide, et j'arrête là. Si on regarde, j'ai fait une étude, mon cabinet a fait une étude avec l'ambassade britannique sur la propriété intellectuelle, où est-ce que ça bloque en Tunisie. Au fait, Cyriane, ça bloque bien avant la rédaction du brevet, ça bloque, comme vous l'avez dit, la protection est go-no-go, accélérateur technologique, on n'a pas d'accélérateur technologique, donc le go-no-go pour savoir le business case, etc. Et la deuxième chose, dans l'étude de l'intériorité de l'intervention, il nous manque des analystes de recherche d'antériorité. Et voilà, c'est là vraiment où ça bloque qu'il va falloir agir. Plus tard, dans la deuxième partie, je vous donnerai une proposition, une action très concrète. À vous la parole. Merci Norman, merci beaucoup. Et je note pour le cabinet de conseil. Voilà. My bad. Donc, merci Norman. Je vais passer à Madame Corinne Hubert-Santo. Vous êtes donc la directrice de la valorisation au CEA, le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Et dans un premier temps, pouvez-vous nous dire un peu plus concrètement de quoi s'agit la propriété intellectuelle et comment on peut identifier et protéger le savoir-faire d'une entreprise innovante et qu'est-ce qui mérite surtout d'être protégé? À votre avis, peut-on exploiter l'opportunité de la propriété que nous donne la propriété? Votre micro, madame. Pardon. Pardon, excusez-moi. Et votre micro, madame. Merci. Mais c'était très haché. Je vous demanderais de juste oui. Répéter votre question parce que je n'entendais pas bien. Je ne vous entends pas bien, en fait. Alors, Maison vous a demandé de décrire ce que vous faites et comment vous pouvez, comment les… Pas de souci. Dans un temps, c'est très haché. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Alors, on vous entend très bien. Bon, tant mieux. Écoutez, donc, la propriété intellectuelle au CEA, je dirais que c'est un levier essentiel de notre action de valorisation. Donc, juste dans un premier temps, vous rappelez que le CEA, c'est un EPIC qui mène une activité de recherche et de développement dans 4 domaines majeurs, donc la défense, la sécurité, les énergies bas carbone, donc nucléaire et renouvelable, la recherche technologique pour l'industrie et la recherche fondamentale, donc sciences de la matière et sciences de la vie. Donc, vous l'avez rappelé fort opportunément, de souligner que la propriété intellectuelle, ça répondait avant tout à une stratégie et à une mission. Donc, la mission du CEA, quelle est-elle? Eh bien, c'est de soutenir notamment donc, la compétitivité des entreprises, de favoriser la création d'emplois et donc de soutenir le transfert des technologies vers cet objectif-là et aussi assurer notre souveraineté technologique. Donc, la propriété intellectuelle va servir cette mission. Et donc, ce qu'il apparaît nécessaire, c'est que nous devons protéger notre recherche par des droits de propriété intellectuelle adaptés. Donc, ça passe majoritairement par le brevet, mais on développe aussi des logiciels qui ne sont pas nécessairement protégés par brevet. Il y a aussi tout ce qui relève du savoir-faire, qui doit également être bien identifié et bien sécurisé avant d'être communiqué. Donc, le CEA a une politique volontariste de dépôt de brevets, puisqu'on est à environ 670 brevets qui ont été déposés en 2019.
donc tant en Europe qu'à l'international. Et donc, c'est attesté par les excellents classements dans lesquels on se positionne. Et ce qui est important de noter, c'est que vraiment, on a cette perspective internationale de dépôt. Et je souligne ça pour aussi, ça guide la politique à mener, qui est de réfléchir sur les extensions qui sont pertinentes au regard donc, des enjeux de nos partenaires industriels. Donc, la propriété intellectuelle, ça répond aussi à ce que recherchent les industriels. Donc, le fait pour nous de garder majoritairement la propriété de ce que l'on développe va soutenir aussi le développement des industriels parce qu'on va leur concéder des licences d'exploitation, souvent exclusives dans un domaine qui est le leur, mais ça nous permet de continuer à enrichir notre portefeuille de technologies clés génériques via des partenariats qu'on va nouer avec d'autres industriels, d'autres domaines, et qui vont enrichir ce portefeuille et ensuite donc adresser l'exploitation et répondre aux enjeux d'autres partenaires dans d'autres domaines. Donc là, c'est vraiment important et c'est un axe fort que de développer et de maîtriser cette pays autour de nos technologies clés génériques. On va également, via cette propriété intellectuelle, stimuler l'open innovation, puisque donc on va intégrer des technologies clés qui vont être plus matures et donc, encore une fois, permettre le développement de ces technologies. Et puis, ce que recherchent nos partenaires, c'est aussi la maîtrise de bout en bout. Donc, depuis l'amont, jusqu'à la réalisation aussi de démonstrateurs prototypes et de suivre les évolutions nécessaires pour continuer à garder l'avance concurrentielle qu'il a obtenue via la concession de nos licences. Donc, c'est pour ça que souvent, nos licences, et notamment donc, avec les startups, elles vont s'accompagner d'accords de R&D qui vont générer encore de la propriété intellectuelle, qui vont venir abonder la licence et donc permettre à l'industriel de conserver cette avance et nous de suivre les évolutions de sa stratégie tout en assurant donc, la maîtrise de la propriété intellectuelle de manière à l'étendre. Donc, c'est vrai que j'ai bien noté aussi que vous soulignez le fait qu'il y avait encore des métiers à construire en Tunisie sur cet aspect-là. Il est vrai qu'au CEA, on a la chance d'avoir une équipe d'ingénieurs brevets qui vont évidemment avec le relais des cabinets, mais qui assurent en interne ce suivi du portefeuille et cette actualisation du portefeuille au fil de l'eau. Donc ça, c'est un axe important, effectivement. L'autre point que je voulais souligner, puisqu'il a été également évoqué dans les échanges, c'est le fait que la propriété intellectuelle, c'était aussi un moyen d'avoir de l'information. Donc, Madame Boissy a souligné information pour les chercheurs. C'est aussi une information pour nos partenaires industriels, parce que nos partenaires industriels vont avoir une vision des thématiques qu'on adresse, de notre position sur ces thématiques, notamment en termes de propriété intellectuelle, et donc vont venir vers nous compte tenu de cette position. Et c'est aussi, je dirais, la force d'attractivité du brevet qui permet, et de la propriété intellectuelle plus généralement, qui permet de montrer sur quel domaine on se positionne et aussi d'attester qu'on a à cœur de protéger la recherche que l'on développe. Alors, souvent, on oppose brevet et publication. Donc là aussi, il me semble important de souligner que ce n'est pas quelque chose d'antinomique, c'est juste dans le temps, il faut être vigilant. Donc, nos chercheurs aussi sont évalués au regard des publications. Donc, simplement, il faut juste breveter avant et publier après. Donc voilà, c'est une démarche qui s'opère maintenant de façon assez systématique quand on considère qu'il faut d'abord protéger l'innovation. Et puis, peut-être encore un autre point sur la politique de propriété intellectuelle. Elle doit aussi
s'adapter en fonction des enjeux de nos partenaires industriels. C'est-à-dire que si effectivement, nous, on a à cœur de protéger, quelquefois, on a des partenaires qui s'inscrivent dans une logique open source ou qui préfèrent garder le secret. Donc, dans ces cas-là, ça peut être aussi intéressant pour eux, que le CEA dépose en lieu et place du partenaire industriel, parce que comme ça, on ne sait pas que c'est lui qui travaille sur le sujet. Voilà. Deuxièmement, sur tout ce qui est logiciel, on est aussi vigilant, puisque ça peut faire partie d'une stratégie, effectivement, de dire, voilà, on donne accès aux sources du logiciel. Pour autant, on peut tout à fait rester propriétaire des développements qui seront générés. C'est juste la licence qui permettra donc d'avoir un accès aux sources. Et cette licence, elle devra être non contaminante de manière à bien pouvoir garder la maîtrise des développements ultérieurs de ce qui est réalisé. Donc voilà, si vous voulez, en synthèse, les points que je voulais partager avec vous en ce qui concerne notre stratégie de propriété intellectuelle et puis les objectifs qu'elle sous-tend. Merci Madame Hubert-Santo. Et encore désolé pour la connexion Internet. Je ne sais pas si vous m'entendez maintenant. J'espère que ça va mieux. Voilà. Donc voilà. Mais merci beaucoup. Vous êtes, enfin, c'était l'idée. Merci d'avoir partagé en fait la stratégie du CEA par rapport à la propriété intellectuelle. Je vais passer maintenant à Monsieur Ahmed Nouesser, cofondateur et CEO d'Icompass. Ahmed, d'un point de vue du terrain, un point de vue un peu plus réalité, on aimerait avoir votre retour d'expérience et essayer un peu de comprendre comment la propriété intellectuelle vous a-t-elle permis de mieux développer et d'exploiter votre innovation en tant que start-up tunisienne. Ok, merci beaucoup, Mazen. Bonjour à toutes et à tous. En fait, très rapidement, j'ai envie de dire, enfin, de vous faire un grand coup de cœur, mais aussi de lancer un petit coup de gueule quand même, parce qu'il faut lancer. En fait, nous, on est une start-up et on travaille sur tout ce qui est modèle mathématique. On travaille sur les modèles de deep learning et on est sur la compétition internationale quant à la résolution d'une problématique particulière qui concerne les Natural Language Processing and Understanding. Donc, tout ce qui est langue sous-représentée sur le champ académique, on est sur la compétition internationale. Et les compétiteurs, c'est les géants mondiaux, Google, Apple, Nvidia et autres. Donc, on est vraiment à la pointe de la concurrence et on se retrouve aujourd'hui face à des institutions, en Tunisie en tout cas, qui ne comprennent pas ou on n'arrive pas à nous exprimer correctement pour qu'ils comprennent en fait la difficulté de présenter notre propriété intellectuelle. Un grand coup de cœur parce que je vois, avec ce que vient de dire Norman Kais, avec ce qu'a dit Cilia et Madame Souad, qu'il y a cette volonté d'établir une stratégie et il y a des solutions futures. Or, nous, on vit dans le présent et toutes les startups sont par essence des sociétés innovantes et par essence concernées par la propriété intellectuelle. D'autant plus qu'on vit dans une ère où l'industrie 4.0 arrive à grands pas. C'est une révolution et personne aujourd'hui ne sait dire quelles sont les conséquences sur les écosystèmes des pays sud, au moins de la Méditerranée, parce qu'au nord, il y a déjà des réflexions en cours. Donc, pour revenir sur l'IA et en Tunisie, la seule possibilité pour nous protéger par rapport aux institutions tunisiennes, en Tunisie, c'était le droit d'auteur. En fait, on ne pouvait pas passer par des brevets nationaux et pour nous, c'était insuffisant. Donc, la seule protection qu'on a, c'est de fermer à clé notre innovation et passer par des accords avec les centres de recherche pour pouvoir ouvrir un petit peu l'innovation et laisser un peu l'écosystème tunisien respirer en termes d'avancées technologiques. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, on est très concerné. Hein. On a un docteur juriste qui nous accompagne en interne. Hein. Il est spécialisé et il est focalisé sur cette tâche qui s'appelle Habib. Donc, du coup, la référence nationale, c'est la loi 2000, en fait, en termes de brevetage. Et ce qui fait mal dans cette loi, c'est cette rigidité dans la classification, des critères de classification qui sont très rigides et non évolutifs. Donc, ça fait 20 ans que ça a été fait. Donc, pour nous, à Icompass, on était obligé de partir à l'étranger, nous adresser à l'European Patent Office pour commencer notre procédure de brevetage. Et ça, c'est dommage parce que
on n'a pas réussi à trouver sur le marché tunisien des agents, des institutions qui nous accompagnent pour ce brevetage. Aux États-Unis comme en Europe, en fait, après de longues tergiversations, les institutions se sont mises d'accord sur un système de brevetage pour intégrer l'IA et les modèles de deep learning dans le parcours des brevets. Et quand on regarde la liste des brevets en cours au niveau international, on voit que en fait, les GAFA, principalement, sont en train d'inonder le système de brevets. Nous, on arrive et on se retrouve seul, enfin, on se considère pour l'instant seul face à cette nébuleuse de brevetage. Donc, notre compétition face aux GAFA, en termes d'innovation, on aimerait voir de la part des institutions tunisiennes, des spécialistes ou même des petits organes qui pourront organiser et pousser l'innovation en termes de propriété intellectuelle. Deuxième chose, on est dans une relation nord-sud Méditerranée qui est très proche. Rome est à 1 heure, Marseille pareil, Paris n'est pas loin. Et on aimerait bien voir le système de brevetage européen s'étendre sur notre territoire. Quand j'ai vu les slides de Norman tout à l'heure où on voyait en fait le déficit en termes de protection, on se dit, puisqu'on a des accords commerciaux, des accords militaires, on peut établir des relations plus poussées, bénéficier un petit peu de l'expertise de l'European Patent Office sur le territoire tunisien et ainsi nous couvrir, nous, en tant qu'innovateurs, et rester, et il reste pour nous tous les territoires qui ne sont pas couverts, typiquement l'Afrique ou au Moyen-Orient. Là, on peut faire une deuxième stratégie pour ouvrir un petit peu nos systèmes de brevetage. Voilà. La difficulté pour nous, en tant que start-up, c'est de lever des fonds. C'est comme toutes les start-up. Et la création d'actifs par rapport à la propriété intellectuelle, parce qu'on est donc au cœur du sujet, la création d'actifs et sa valorisation est très, très difficile sans avoir un brevet entre les mains. Voilà. Donc, nous, on a levé des fonds, on a trouvé des investisseurs qui nous ont suivis, qui nous font confiance, mais on considère que c'est toujours sous-évalué parce que nous n'avons pas de brevet pour l'instant. Voilà. Mais ça ne nous a pas empêché de packager nos produits et de les sortir, et on espère pouvoir gagner cette manche de PI. Merci Ahmed pour ce témoignage. Merci. Et on espère aussi pour vous que vous allez pouvoir faire ça sur la Tunisie aussi. Mais après, comme vous êtes une start-up, vous devez trouver des solutions alternatives, malheureusement oui. Pour la Tunisie, on va dire. Donc, merci encore Ahmed. On va passer à Madame Yasmine Souissi. Donc, Madame Yasmine, vous êtes docteur, chercheur au sein du laboratoire biotechnologie et valorisation des géoressources de l'université de Manouba. Aussi, dans cette même perspective de mieux comprendre les réalités du terrain, nous aimerions avoir votre retour ou votre témoignage sur les difficultés et les opportunités potentielles que présente la protection par brevet dans le processus de recherche et développement en Tunisie. Et est-ce je vais donc en profiter pour vous poser une autre question. Est-ce qu'on peut parler d'une préférence des chercheurs pour la publication à l'instar de protection par les brevets? Merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, moi, je vais essayer de porter la casquette de chercheur et d'universitaire parce que je pense que c'est important. J'ai parlé des difficultés, mais au fait, il n'y aura que du positif dans ce que je vais dire. Parce que je vais vous parler d'une réalité terrain, de la réalité des chercheurs. Donc, effectivement, je vais essayer d'être le plus pratico-pratique et je vais essayer de répondre à cette question. Pourquoi les chercheurs sont devant ce dilemme publication, brevet? Et comme l'a dit Madame Corinne, il y a une antériorité. Est-ce que je dois breveter avant? Il y a des questions existentielles qu'on se pose toujours. Qu'est-ce que je dois faire, etc. Donc, je vais vous raconter les choses dans l'ordre chronologique. Mais permettez-moi de vous dire que j'ai fait un petit tour d'horizon. Donc, j'ai demandé un peu autour de moi, les chercheurs dans mon domaine, je leur ai dit que pensez-vous de ça? Et la réponse était unanime, c'est une culture à instaurer, ce qui rejoint un peu ce que vous avez dit. Donc, c'est très, très important. Moi, je vous dis, peut-être qu'elle existe, on ne va pas dire qu'on va amorcer cette culture, mais il faut la renforcer, il faut travailler dessus. Donc, pourquoi préfère-t-on les publications? Parce que c'est ce qu'on sait faire le mieux et c'est ce qu'on a toujours fait. Nous, on est docteur, on a été doctorant. Pour pouvoir soutenir notre thèse, on doit publier. Donc, on doit publier, c'est un passage obligé, on doit avoir des publications. Les modalités diffèrent par rapport aux écoles doctorales, mais publier est une condition sine qua non pour la soutenance. Une fois que nous avons soutenu, après, il y a plusieurs
portes qui s'ouvrent, mais il y a principalement passer les concours. Donc, passer les concours, vous avez le poids énorme des publications scientifiques. Je vous passe le détail des impact factors, de l'ordre des auteurs, il faut être le premier signataire, etc. Mais c'est le nombre de points qui compte pour les publications scientifiques, il est énorme. D'accord, on a passé le concours, soit on a réussi le concours et c'est tant mieux, soit on n'a pas réussi le concours parce qu'on va nous dire travaillez votre portefeuille de production scientifique, travaillez vos publications, parce qu'on sait que c'est ce qui va rehausser le plus dans la grille de notation. Les brevets, ils sont là, mais ils n'ont pas le même poids. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais sincèrement, les points octroyés, ils sont beaucoup plus importants et on a même des limitations en termes de nombre de brevets qui peuvent être comptés dans les grilles de notation pour les concours, etc. Donc ça, c'est une réalité qu'il faudra revoir. J'ai passé le concours, je suis maître assistante, j'ai deux choses. J'ai mes étudiants à encadrer, à encadrer, donc je vais devoir les accompagner dans leur publication, dans leur processus de publication, parce qu'à leur tour, ils doivent publier et soutenir. Mais aussi, j'ai autre chose, j'ai mon passage de grade. Donc, je dois fortifier ma production scientifique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est le passage de grade. C'est fortement comptabilisé, évidemment. La deuxième raison, c'est que je dois avoir une visibilité aussi bien à l'échelle nationale qu'internationale pour pouvoir drainer des fonds. Parce qu'au niveau des laboratoires de recherche, on a besoin d'argent pour pouvoir payer les étudiants, les techniciens, participer à des congrès, acheter des équipements, acheter du consommable. C'est une réalité. Alors, je vais vous parler d'acheter des équipements, mais je vais aussi vous parler de quelque chose de très, très concret. Une fois qu'on a nos budgets pour équiper nos labos, c'est des sommes colossales. C'est des investissements vraiment très, très importants, mais il faut aussi penser par la suite à la maintenance de ces équipements. Si on a une machine qui fonctionne et qui est… On a mis beaucoup d'argent dans cette machine-là, si elle ne marche plus, on ne peut plus faire de manip, on va la voir en démo et c'est vraiment dommage. Donc là, il y a l'aspect avoir l'argent. Pour avoir l'argent, nous, généralement, c'est vrai qu'on a nos fonds propres dans les laboratoires, mais on mise gros sur la participation dans les appels à projets. Et pour une visibilité au sein des consortiums de recherche, pouvoir intégrer ces consortiums, pouvoir être compétitif dans tout ce qui est recherche scientifique, je vous le dis, généralement, on va aller sur Scopus, on va mettre le nom du chercheur, on va voir le nombre de publications, son H-index, combien de fois il a été cité, c'est une réalité terrain. Donc, je pense que l'image est claire par rapport au poids des publications par rapport aux brevets. Ceci étant, les brevets sont au centre de l'intérêt de certains chercheurs, je le dis bien de certains chercheurs, parce que c'est une culture à instaurer. Donc, je vous dis, la première chose, quand vous allez demander à un chercheur, on va breveter cette idée. Il va vous dire pourquoi, quel est l'impact, ça va me servir à quoi. Ce sont des questions redondantes et je vous promets que dans la majorité des cas, il y a cette première… Donc, qu'est-ce que ça va m'apporter? Ok, on a franchi ce pas, on a eu une discussion constructive, on est arrivé à convaincre notre collègue qu'il faut breveter. Là, et je rejoins Ciliad et Sirais quand ils ont dit, j'ai beaucoup aimé l'expression problème chronique, on a ce problème chronique, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire? À qui je dois m'adresser? Et ça, c'est vraiment un blocage qui est une réalité pour nous. Donc, Sirais, vous avez annoncé le chiffre de 20%. Moi, je suis très optimiste par rapport à ces 20%-là, mais sur une réalité pratico-pratique, sur ces 20%, j'aimerais vraiment former des ateliers pour voir vraiment comment on peut rédiger. Moi-même, quand je suis passée par ce processus-là, je vous dis, l'accès à l'information n'est pas direct. Il y a une difficulté, il faut former des gens. Et là, j'ouvre une petite parenthèse, il y a des métiers qui se font à l'étranger. Comme l'a dit Madame Corinne, il y a des ingénieurs, il y a des experts. Nous, on ne peut pas le faire. À chacun son expertise, à chacun son savoir-faire. On a besoin de vous, on a besoin de ces experts-là. Alors, on est très fort en rédaction. Supposons, je passe le gap, c'est bon, je connais le mécanisme, je sais comment rédiger. Donc, je vous garantis qu'on excelle dans, voilà, on a des sections, on a un template, on doit organiser nos idées, on est vraiment très fort. Mais par la suite, je vous dis qu'on va être bloqué, réticent pour plusieurs raisons. On n'a pas accès à l'information, ce n'est pas notre savoir-faire. Nous, on a un autre savoir-faire. Deux, il faut rendre ce processus fluide, il faut rendre ce processus accessible à tout le monde. Pour le rendre accessible, il faut communiquer, échanger. C'est très important. Moi, je vais partager avec vous une expérience personnelle
Bon, j'ai des collaborations à l'étranger et je pense que ça m'a vraiment frappé. Donc, dans le cadre d'une collaboration avec 2 industries et 2 agences gouvernementales et une université. Lorsque j'ai parlé d'une solution innovatrice que j'étais supposée mettre en place, on m'a dit stop, il y a un TT Office. Et j'attire votre attention sur le fait qu'en Tunisie, on a les bureaux de transfert de technologie au sein des universités, ça existe. Il faut juste travailler avec eux. Donc, on m'a dit stop, propriété intellectuelle, brevet, etc. Je vais vous épargner une très longue histoire pour vous dire que l'output, c'était vas-y, Yasmine, concentre-toi sur ta science, trouve-nous ta solution, on s'occupe du reste. On va négocier, on va discuter. Moi, j'ai dit négocier quoi? Il n'y a pas d'argent dans ça. Non, non, non. Pas négocier l'aspect pécunier, négocier la propriété intellectuelle. Ils savent très bien faire ça. Donc, on les laisse faire ça. Moi, tranquillement, je suis retournée sur ma paillasse, sur mon ordinateur, faire mes recherches, mes analyses, faire mes cours, mes interprétations. Et j'étais rassurée. Quelque part, je ne vais pas avoir cette peur, comme vous l'avez si bien mentionné, de mon idée, de mon concept. Non, ce n'est pas une question de s'approprier l'idée. Je vous le dis, en toute connaissance de cause, une idée, on en a, nous, les chercheurs tunisiens. Dans les bancs de l'université, dans les laboratoires de recherche, on est excellent. On a des compétences vraiment excellentes. Il y a beaucoup de preuves qui le montrent. Vous pouvez aller voir les rankings, vous pouvez aller voir… il y a beaucoup de critères qui vous montrent. Vous pouvez aller voir le rayonnement à l'international des Tunisiens. Les idées, on n'en manque pas. C'est le chercheur qui innove, c'est le chercheur qui développe, c'est le chercheur qui trouve des solutions à votre problème. Par contre, le chercheur, il a juste besoin de vous pour l'assister quelque part, pour l'accompagner, parce qu'il ne peut pas être partout à la fois. Et il n'y a pas cette peur de « prenez notre idée ». Non, parce que des idées, on en a, on en aura. Nous sommes assoiffés. Ramenez-nous vos problèmes, nous, on va chercher. Et je vous le dis, si moi, je n'ai pas la solution à votre problème, j'ai sûrement dans mon entourage un collègue qui répondra parfaitement à votre problématique. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est l'accompagnement. C'est le soutien. On a besoin de soutien. D'accord? Donc, je pense que c'est juste ça. À chacun son corps de métier. Ça peut ouvrir des portes pour l'employabilité d'une manière énorme. Et je pense que c'est très important. Je vais essayer de faire vite parce que je ne voudrais pas empiéter trop sur le temps. Pour aboutir à un autre point, c'est l'aspect pécunier, l'aspect financier. Si on doit innover, bien évidemment, on doit disposer de budget. Les mécanismes, ils existent. Moi, je vous parle d'un mécanisme vraiment impressionnant qui est mis, d'ailleurs, on en profite beaucoup au sein de notre laboratoire. Donc, notre laboratoire à l'Université d'Amanoub, qui est le laboratoire de biotechnologie et valorisation de biogéoressources, on a plusieurs brevets, on a plusieurs PNRI. Le processus, le mécanisme PNRI existe. Il est là pour nous soutenir, il est là pour nous mettre à notre disposition de l'argent pour pouvoir, je vous le dis et je vous le répète, acquérir des équipements, acheter du consommable, aller à droite, à gauche pour présenter nos résultats, voir l'avis des stakeholders, payer des techniciens, payer des ingénieurs, payer des bourses de doctorat. C'est très important parce qu'on doit disposer de ressources humaines. On ne peut pas être partout à la fois. On a aussi, moi je suis enseignante universitaire à l'Université de Carthage, à l'Institut de l'environnement de Bosch Sedri. J'ai aussi ce volet formation, donc qui prend beaucoup de mon temps évidemment. J'ai le volet recherche certes, mais je dois aussi avoir des gens qui m'aident et qui m'assistent dans mon travail. Donc, juste un mot sur ces mécanismes et ces outils qui existent. Il faut travailler davantage. Donc, il faut travailler davantage par rapport à la fluidité, par rapport à la flexibilité de gestion, par rapport à des choses. Innover, ça n'attend pas. Voilà, innover, ça n'attend pas. Et là, je vais dire quelque chose de très positif. Aussi qu'on a fait avec CIRICE dans le cadre de notre PNRI. Donc, c'est un PNRI tripartite où il parle d'un couplage innovant. Donc, on est en plein dans l'innovation. Et comme je dis et je le répète, innover, ça n'attend pas. Donc, parce que le temps passe et la recherche avance et voilà, on doit vraiment monter rapidement dans le wagon. On ne peut pas attendre le train d'après, je dirais le TGV d'après. Donc, par exemple, avec CIRICE, on a fait quelque chose de très intéressant dans les modalités de PNRI. Donc, on a rajouté une clause qui est l'engagement de l'industriel. Donc ça, c'est nouveau dans le système du PNRI, CIRICE, vous en rappelez. Donc voilà, on innove, on trouve des solutions, on émet des résultats, et puis par la suite, il faut appliquer. Les chercheurs, ils ont des résultats très intéressants, on veut t'appliquer, on veut de l'exploitation derrière. Nous, nos PC sont pleins de résultats, nos clés USB, nos bibliothèques, on a plein de résultats, il faut passer à l'exploitation, à la concrétisation, à l'application.
Et il faut juste se concentrer justement sur cette fluidité dans les actions et cette rapidité dans les actes. Et je vais finir par un dernier point. J'ai essayé un peu de faire. Donc, le dernier point que je vais vous mentionner, c'est généralement quand on émet des brevets, et c'est mon cas personnellement, ça va être en collaboration, c'est des brevets conjoints. Donc, avec l'industrie. Et c'est très important de fluidifier aussi parce que une fois que le draft est là, ok, je suis rédigé, tout est prêt. Moi, je peux vous donner 3 ou 4 drafts qui sont dans mon ordinateur. On les soumet à l'industriel, la réalité terrain, les industriels. Il y a beaucoup à faire, donc il y a beaucoup à faire parce qu'ils sont pris ailleurs, parce qu'ils ont beaucoup d'autres choses, parce que c'est un manque de volonté. Au contraire, ils ont toute la bonne volonté du monde. C'est juste que en manque de temps. Et pour ce temps-là, on peut juste intégrer les bonnes personnes pour faire ce procès. Voilà, je pourrais vous donner ma recommandation tout à l'heure et merci de m'avoir écouté. Merci, docteur Yasmine. Et en fait, je vais en profiter pour vous garder et commencer par les recommandations. Donc, on va faire un deuxième tour de table et je vais commencer par vous pour une petite recommandation pratique, tangible. Essayez de choisir de tout ce que vous nous avez donné là, maintenant, dans votre intervention. Et une intervention que vous pensez vraiment mais prioritaire. Donc, une à choisir parmi ce que vous nous avez dit. Donc, pour moi, c'est très simple. J'ai commencé par du pratico-pratique, je vais finir par du pratico-pratique. Il faut absolument renforcer la stratégie nationale de la propriété intellectuelle. Il faut travailler sur cette culture. Il faut que ça soit un projet national. Quand je dis un projet national, il faut qu'on ait un plan d'action, qu'on ait des jalons, qu'on ait des deadlines, qu'on ait des objectifs. C'est pas instaurer une culture pour instaurer une culture. Comment le faire? Il y a plusieurs experts, il y a plusieurs parties prenantes. Et rien que cette plateforme-là en témoigne, on a tous des idées complémentaires. Il faut, l'interfaçage. Il faut travailler sur l'interfaçage et il faut communiquer davantage. C'est la clé du succès. C'est la clé du succès. Communiquer entre nous. Donc, j'ai eu un lapsus révélateur, je crois, entre guillemets. Donc, communiquer entre nous, échanger entre nous, moi, je pense qu'il faut créer un comité national pour justement mettre en place des actions à mettre en œuvre. Et c'est pas que des paroles ou des projets c'est des milestones à atteindre à un certain moment de notre vie. Je pourrais parler beaucoup de ça, mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objectifs sous-jacents dans ce que je vais dire, donc je vais m'arrêter là et je vais vous laisser continuer. Merci. C'était un plaisir. Merci. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à. Je sais qu'il y a peut-être potentiellement des volontaires, mais je vais désigner, c'est plus drôle pour moi. Donc, Madame Hubert Santo, si vous avez une recommandation pour nous, ici en Tunisie. Alors, ma recommandation, ce serait effectivement de définir une stratégie, une mission, et puis adapter ensuite la propriété intellectuelle à cette mission. Mais surtout, peut-être souligner le fait que, et du coup, peut-être porter ce message-là, le fait que la propriété intellectuelle, c'est le fil conducteur pour mener de la recherche à l'industrie en passant par les startups. C'est-à-dire que vraiment se doter d'une pays forte pour suivre cette évolution-là. Et souvent, ce qui pêche, c'est l'exploitation, parce que vous l'avez évoqué, vous avez une recherche qui est riche, qui est excellente. Il faut la porter vers le marché et quelquefois, on n'a pas le lien, notamment en termes d'intégration, d'industrialisation, des développements qu'on mène pour les porter vers l'industrie. Et là, peut-être que le biais de la start-up peut être intéressant et favoriser cette exploitation. Donc, voilà, je dirais effectivement, vous vous dotez de cette stratégie avec dans l'esprit que protéger, c'est pour exploiter. Voilà, c'est pas pour garder l'API dans des armoires, c'est vraiment pour irriguer le tissu industriel. Merci beaucoup. Madame Sourad, une recommandation de votre côté? Madame Sourad, juste branchez votre micro, s'il vous plaît. Merci. En fait, ce qu'a dit Madame, voilà, merci. C'est bon, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Non.
Je pense que c'est votre tour d'avoir eu un problème de connexion. Je vais passer. C'est pas grave. Madame Sourad, je pense que vous avez un petit problème de connexion. Je vais passer à Riyad. Merci. Voilà, je vais faire une. C'est bon, je peux parler? Je vais faire donc une recommandation. Voilà. Donc, je pense qu'il faut, et c'est urgent, identifier les mesures à mettre en place afin de faire prendre conscience de l'importance de la propriété intellectuelle parmi les chercheurs et les PME. Ça, c'est très important. Et peut-être avec cela, il faut élaborer des programmes de formation qui aideront à renforcer la gestion stratégique des actifs de la propriété intellectuelle. Je trouve que je peux parler? Je trouve qu'il faut le faire, et ça sera extrêmement important. Nous avons déjà commencé à travailler avec notre académie pour essayer un petit peu, comme je disais tout à l'heure, de faire des programmes de sensibilisation aux chercheurs, aux petites et moyennes entreprises, et même les startups et les autres catégories, disons les inventeurs indépendants et tout. Et on va continuer dans cette lignée-là parce que, comme a dit Albert Einstein, la vie est comme faire du vélo. Et donc, pour garder votre équilibre, vous devez continuer à bouger. Sinon, on risque de tomber là. Mais peut-être le problème, c'est que peut-être qu'il ne s'est pas rendu compte, Albert Einstein, que parfois, on met les bâtons dans les roues, même si on est en train de bouger. Donc, il faut voilà, travailler et bouger. Et j'invite tous les acteurs et tous les stakeholders, les parties prenantes, si vous voulez, de l'écosystème de la propriété intellectuelle à travailler avec nous parce qu'on est dans une logique open, on est dans une logique de projet. Nous essayons de faire de sorte que nos prestations et nos clients soient satisfaits. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour un petit peu vous donner un scoop là, parce qu'on est en train d'initier, si vous voulez, un projet. Déjà, le kick-off a été fait au mois d'octobre avec la Corée du Sud, avec l'appui financier de la POECA, un programme de digitalisation complète de tout notre système d'information de la propriété intellectuelle avec un don d'environ 4 millions d'US dollars. Donc, c'est une somme très importante pour ce projet et j'espère que tout cela va permettre de trouver les bases de données à temps avec un clic, etc., de permettre le e-filing, de permettre de faire tous les services en ligne pour et nos chercheurs et nos entreprises et nos clients, mais aussi les mandataires aussi de la propriété intellectuelle. Donc, je pense qu'avec les autres aussi institutions, il faut collaborer, il faut travailler dans un collectif et avec l'esprit d'une équipe. Très beau scoop, Riyad, et très bonne nouvelle, c'est bien. Et je pense que c'est un bon projet et je vais répondre aussi à votre invitation et puis potentiellement on s'appellera après parce que voilà, avec le projet Innovi, on aimerait aussi pouvoir collaborer avec vous et vous aider, vous assister sur votre travail et je pense que on peut faire pas mal de choses tous ensemble encore une fois. Merci Riyad. Je vais passer à Madame Sourad. Votre micro, Madame Sourad. Alors, merci. Juste, j'enchaîne avec ce qu'a dit Madame Yasmine Suissi, la chercheure là, qui a évoqué des problématiques réelles. Et la solution, c'est que elle est en train de travailler, elle est en train d'innover, elle est en train de collaborer avec des industriels pour des finalités de dépôt de brevets. Mais là, il y a deux choses à dire, c'est que ce n'est pas l'objectif de déposer un brevet. L'objectif, c'est que le chercheur doit avoir une stratégie en amont, c'est-à-dire il doit négocier, s'il a un partenaire économique, il doit négocier avec ce partenaire économique pour la finalité de son projet de recherche. Est-ce qu'ils vont faire des licences? Est-ce qu'ils vont faire des sessions? Donc, la contractualisation, ce n'est pas l'objectif, le brevet.
Le brevet, il va y avoir après une rédaction, un dépôt et tout ça, une extension et tout ça, mais l'objectif, la négociation avec la stratégie, avec le partenaire économique, c'est ça où le chercheur est un partenaire, est un acteur essentiel. Ça d'un côté. Donc, c'est pas que je dépose un brevet de faire leur travail en très important de protection, de recherche d'antériorité, d'évaluation avec le partenaire économique. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? Après, il y a le dépôt de brevet, ça c'est administratif et c'est donc où on va déposer les brevets, c'est à l'échelle nationale ou internationale. Et après, le marketing et après, donc, comment on va financer et comment on va améliorer l'innovation. C'est-à-dire, c'est une boucle qui, on ne va pas s'arrêter là, il faut tout un portefeuille. Donc, ça c'est le premier point, que le brevet, c'est pas, il n'est pas indépendant, c'est toute une chaîne de valeurs qui… en amont et en aval. Et la deuxième chose qui est très urgente maintenant, parce qu'on n'est pas au courant de qu'est-ce qu'il fait le chercheur, c'est-à-dire l'ANPR, elle est en train de former des structures d'interfaçage au sein des universités et centres de recherche et elle fait un effort énorme avec des experts internationaux, des programmes et tout. L'INORPI aussi, elle est en train de faire un effort avec la COICA et tout. Chacun travaille tout seul, mais le système, il n'est pas là. La coordination entre ces différentes structures, c'est pour ça que Mme Yasmine, elle souffre. Donc, la première chose à faire, et d'une façon urgente, c'est la déclaration d'invention. Il faut que le ministère, l'établissement, le directeur de son établissement, le laboratoire, il doit déclarer qu'est-ce qu'il est en train de faire à l'établissement. Ça, c'est le premier point à faire pour qu'on soit conscient des laboratoires, qu'est-ce qu'ils sont en train de générer. Et c'est le rôle du comité scientifique d'évaluer l'output des laboratoires. S'il y a quelque chose d'intéressant, et ça vaut le coût du financement, c'est là qu'on s'adresse aux structures d'interfaçage, de faire les recherches d'antériorité à travers les CATI, à travers les bases de données et tout, et déterminer la valeur ajoutée proprement dite, ou bien de s'adresser aux chercheurs et de lui dire d'améliorer tout ça. Et puis, on s'adresse au ministère et on va lui dire, voilà, il y a quelque chose à protéger. Il y a un patrimoine très important à protéger. Et c'est là que ça se déclenche, le processus de marketing ou tout ça. Merci. Donc, il faut… La déclaration de l'invention, elle est primordiale pour qu'on commence le processus. Voilà. Entendu. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Je suis désolé, je vous presse un petit peu dans le temps, mais parce qu'on est un petit peu pressé, comme je disais au départ. Et je vais passer à Ahmad. Une petite recommandation de ton point de vue? Une petite et rapide, parce que notre meilleur ennemi, c'est le temps. Je vais me mettre en parallèle avec ce que vient de dire Yasmine. C'est vrai qu'une stratégie nationale est très importante à mettre en place, mais nous, on vit dans le présent. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment quelque chose de rapide à mettre en place. On a la loi 2000, on peut la mettre à jour très rapidement, on relaxe un peu les critères d'éligibilité et de sélection, et on peut ainsi au moins commencer à nous protéger en Tunisie et offrir à l'écosystème tout un tas de projets, notamment pour nous. Nous, quand je dis nous, c'est pas Iconpass, c'est toutes les startups dans le domaine de l'innovation en général et l'IA en particulier. Voilà, merci beaucoup. Merci Ahmed, voilà. Sharp, stay to the point. Merci Ahmed. Si Norman, c'est à vous. Merci. Je vais prendre juste mes 2 minutes pour vous annoncer une bonne nouvelle, une proposition et un projet qui démarre. Alors, la bonne nouvelle, excusez-moi, la bonne nouvelle est la suivante. Hier, le press release, de BioNTech, BioNTech et Instadeep, une start-up tunisienne dans l'intelligence artificielle, annonce une collaboration stratégique et forme un laboratoire d'innovation en intelligence artificielle pour développer de nouvelles immunothérapies. C'est une fierté nationale. Ils peuvent y arriver malgré les difficultés. Bravo. Deuxièmement, une proposition. S'il vous plaît, ceux qui sont dans le gouvernement actuel, je m'adresse à vous spécialement, cher ami Qais, poussez pour activer les dispositions prévues dans Startup Act où l'État paye
où l'État paye pour les startups, pour la propriété intellectuelle. On s'est battu ensemble pour faire cette loi. Aujourd'hui, on a 350 startups labellisées. Mettez-les en route, vous avez le budget, vous avez la volonté et vous avez le cadre juridique. Troisièmement, et ça, j'espère que Madame, la directrice d'innovation du COA ne soit pas surprise, il y a le logo du RAO COA là-haut. C'est une action qui est simple. C'est un projet qui coûte beaucoup moins que 4 millions de dollars, quoique c'est bien d'avoir les 4 millions de dollars que Cyriade a mentionné. C'est un projet de soutien aux startups technologiques qui est soutenu par Innovi, dans lequel il y a ODF, mon cabinet de conseil, l'association des technopoles et la RAO COA, la représentation régionale de la RAO COA, dans lequel il y a un programme d'assistance à la création et à la valorisation de propriété intellectuelle sur toute la chaîne de valeur. On va créer une unité. Vu qu'on a eu les 3 problèmes, manque de culture entrepreneuriale, difficulté de passer à la R&D, manque d'assistance pour le passage du prototypage, on va sélectionner 24 chercheurs. Chacun de nous va travailler dans son domaine. Je répète, le COA, il a 6500 familles de brevets, ça veut dire des dizaines de milliers de brevets. Donc, c'est une source incroyable de know-how dans lequel, dans ce work package, il y a sur les 24 chercheurs entrepreneurs, on va les aider, les accompagner par un programme d'incubation, un programme d'accélération, et on va créer une unité pérenne d'assistance à la valorisation de la recherche qui travaillera en symbiose avec les équipes de Cyriade, les équipes de la NPR, et surtout, elle travaillera pour les startups, et elle ne travaillera pas que pour la Tunisie, elle travaillera pour le monde parce qu'il y a un besoin. Voilà, j'arrête là, c'est pratico-pratique. Alors, Yasmine, on va venir vous voir parce qu'on a choisi 3 domaines dans la biotech. Voilà. Merci, c'est Norman. Merci beaucoup et que des bonnes nouvelles. C'est bien. On voit la lumière. C'est vrai qu'on voit la lumière après le début de ce webinaire. Cyriade, je vais terminer par vous. Une petite recommandation? En fait, j'ai 2 ou 3 recommandations. J'adhère complètement aux propositions communiquer, 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 former, 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 digitaliser, digitaliser, digitaliser. C'est évident, il faut le faire. Il faut le faire davantage. Personnellement, j'ai 2 ou 3 recommandations. La première, c'est d'abord, il faut exploiter ce qui existe déjà en termes de fonds de brevets. Il existe pas mal de brevets en Tunisie, d'abord, qui sont déposés à l'INORPI, mais également un fonds énorme de brevets qui sont déposés en Tunisie, qui ont tombé d'abord dans le domaine public, soit des brevets qui ne sont pas protégés, qui existent à l'échelle internationale et qui ne sont pas protégés. Il faut exploiter ce gisement pour développer des activités innovantes en Tunisie. Je sais que l'activité de pharmaceutique est classée une activité prioritaire en Tunisie, a démarré suite à l'exploitation des brevets qui sont tombés dans le domaine public et des activités générées. Donc, avoir une démarche structurée pour exploiter ce fonds de brevets, c'est important pour le pays, pour se spécialiser sur certains domaines. Et je pense que l'étude qui a été faite par Passery recommande cette piste-là. Deuxième recommandation, c'est qu'il faut identifier un secteur ou quelques secteurs prioritaires pour lesquels on construit, on identifie un portefeuille de brevets stratégiques pour le pays. Je vois tout de suite le digital et la biotechnologie comme des secteurs prioritaires et importants. Tout à l'heure, Silman, il a parlé d'Instadip avec le partenariat stratégique avec BioNTech. Et également, Instadip, elle œuvre pour résoudre la problématique de l'ashmaniose à l'échelle internationale à travers l'intelligence artificielle, qui est une initiative et a été saluée par l'OMS. Donc, on a un technopole dédié pour la biotechnologie et on a un gisement et un potentiel de chercheurs là-dessus très important, allier et casser le silo entre les secteurs, donc faire introduire l'IA, le blockchain, le quantum computing, etc., avec
des sciences classiques comme la biotechnologie, etc., l'industrie 4.0, je pense qu'on a un potentiel autour de numérique qu'il faut l'exploiter et essayer de garder les brevets, le patrimoine immatériel en Tunisie. C'est la deuxième recommandation. La troisième, c'est il faut sauver le soldat Ryan, c'est sauver le programme PNRI, le Programme national de recherche et innovation, qui est un programme national qui vise à faire cet interfaçage entre le monde de la recherche publique et le monde industriel. C'est qu'il vise à passer ce syndrome de TRL 4 et 5 en Tunisie, c'est-à-dire le syndrome de passer vers le monde de prototypage et l'industrialisation. C'est un programme qui est assuré par le PNRI, qui est tiré par l'industriel. Malheureusement, il a été arrêté, les budgets ont été coupés, malgré que c'est rien du tout, 1 million d'euros ou 3 millions de dinars. Ça a été coupé depuis l'année dernière par le ministère des Finances. Il faut redynamiser, il faut relancer et garder ce programme-là pour arriver à résoudre ce problème d'interfaçage entre le monde de la recherche et le monde économique. Voilà, c'est mes 3 recommandations. Merci beaucoup, merci Fiqaïs. Merci et encore une fois, merci à tous. Merci à tous d'avoir accepté notre invitation, aux panélistes, et merci aux participants qui nous ont écoutés sur Zoom et le Facebook. Et merci à nos panélistes d'avoir été concis, pratiques, concrets et honnêtes dans vos interventions et d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos retours d'expérience. Et tout cela, comme d'habitude, dans un but commun, contribuer au développement économique durable et inclusif de la Tunisie. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.